Salut à toi voyageur, tu voudrais créer ton univers imaginaire mais tu ne sais pas trop comment faire? Eh bien, cette vidéo est pour toi. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas révolutionner l'écriture. Je vais simplement t'expliquer ce qui m'a permis d'avancer de façon confortable et de pouvoir créer mon univers imaginaire. Tu trouveras plein d'articles, plein de vidéos en ligne à ce sujet. Pourquoi ne pas essayer des outils qui sont largement utilisés par les auteurs, toi aussi? C'est une vidéo qui va être décomposée en 3 parties, mais pour ceux qui auraient envie d'avoir toutes les informations dès cette première vidéo, eh bien je vous mets le lien vers l'article de mon blog juste en dessous, en description. Quand on parle de littérature de l'imaginaire, on tombe parfois assez vite dans certains clichés. Du style, c'est de la fantaisie, c'est de la science-fiction, je fais ce que je veux. Alors oui, mais selon un certain cadre. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, mais pas n'importe comment. Alors créer son univers imaginaire, c'est bien évidemment, et entre autres, rendre l'impossible possible, mais c'est aussi lui donner une certaine cohérence, de la crédibilité. Par exemple, là, ce rocher, il n'était pas vert avant? Pourquoi il est gris maintenant? Etc. Ça peut parfois être notable, de façon, ça vous éclate au visage, comme quelquefois ça peut passer inaperçu et ça peut déranger de façon peut-être un peu plus inconsciente. Pour que tu t'y retrouves dans ta propre création, l'une des méthodes les plus utilisées par les auteurs est le système de fiches. On va regrouper toutes les informations qui concernent notre monde, notre univers, notre espace de jeu dans un même endroit. Ça va pouvoir permettre différentes choses. Ça va permettre de pouvoir mettre en lumière certaines contradictions qui pourraient se retrouver dans ton univers. Il va falloir que tu définisses certaines règles, que tu définisses un certain cadre. Par exemple, si des héros dans ton histoire peuvent voler, est-ce que c'est grâce à un pouvoir? Est-ce que c'est grâce à de la magie? Est-ce que c'est grâce à une technologie? Est-ce que c'est une particularité anatomique comme des ailes? Donc il va falloir définir les possibles et aussi ce qui n'est pas possible dans ton monde. Et si tout est possible à la fois, pourquoi est-ce que toutes ces possibilités coexistent? Donc ce qui va être important, ça va être de créer une structure pour ton univers, une structure solide, une structure cohérente. Donc l'un des avantages que tu vas pouvoir trouver dans le fait de créer cette base, de l'avoir créée en amont de ton écriture, ça va être de pouvoir te libérer l'esprit au moment du processus d'écriture, puisque tout simplement, ça va t'éviter d'avoir à penser à certains détails, d'avoir à retourner parfois en arrière pour vérifier que les choses soient cohérentes entre elles. Tu pourras donc beaucoup mieux te fixer sur ton histoire, tout simplement de te concentrer sur le déroulement de ton intrigue. Mais alors, comment faire? La réponse est simple et tu l'as sûrement déjà lu, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un sujet qui est fréquemment abordé et les outils utilisés sont généralement les fiches de création, les fiches dans lesquelles on va renseigner toutes les caractéristiques que l'on va donner à son univers, à son monde. De cette façon, tu pourras les retrouver beaucoup plus facilement puisque tu pourras tout retrouver dans un seul endroit. Donc ce sera beaucoup plus facile de pouvoir te replonger dans certains détails, de pouvoir te souvenir de certaines choses que tu as élaborées et qui ont leur sens dans ton univers. Cette histoire de fiches, ça va peut-être plus parler à certains qu'à d'autres. Certains auront peut-être déjà une idée très précise de l'univers qu'ils veulent créer, de l'univers dont ils veulent se servir pour leur récit. D'autres vont avoir besoin de le dessiner, de le préciser. Tous ces détails que tu vas inscrire ne seront pas forcément abordés de façon directe dans ton livre. Mais par contre, le simple fait que toi tu en aies connaissance va te donner plus de liberté dans ton travail. Donc j'expliquais que cette vidéo allait être décomposée en 3 parties. On va d'abord aborder tout ce qui est géographie de ton monde, les aspects qui va être important de retrouver, de consigner. Dans la seconde partie, on parlera de tout ce qui est société et culture. Et enfin, dans la 3e partie, on parlera pouvoir et politique. Concernant la géographie de ton monde, tu peux imaginer que c'est un petit peu comme si tu avais un Hubble personnel. Ce Hubble personnel va bien sûr zoomer ou dézoomer en fonction de tes besoins par rapport à ton intrigue, donc par rapport à l'endroit où ça va se passer. Est-ce que ça va se passer dans l'univers ou est-ce qu'au contraire ça va se passer dans un huis clos, par exemple ?
Pour simplifier, on va partir d'un système. Ensuite, on va commencer à zoomer vers une planète. On va zoomer sur un continent. Ensuite, sur une ville. Et puis, sur un quartier, sur un appartement, sur une pièce, sur un élément du décor, par exemple un tiroir, et ainsi de suite. Alors bien évidemment, il y a certains plans qui vont être plus étoffés que d'autres selon tes besoins pour ton récit. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce monde-là de cette façon ? Eh bien d'abord, on va voir vraiment cet espace, on va zoomer, on va commencer à voir plus de détails. Est-ce qu'il y a des nuages ? Est-ce qu'il y a des océans ? Est-ce qu'il y a des forêts ? Est-ce qu'il y a des éléments qui gravitent autour de ton monde ? On va continuer à zoomer, on va voir encore plus de détails. Et plus on va préciser dans les détails, et plus on va voir quoi ? On va voir tout simplement aussi la faune, la flore qui habite cette planète, qui habite ce monde, qui habite cet univers. Pour créer une atmosphère immersive, une ambiance cohérente, tu vas avoir besoin de voir ton monde s'animer. Et pour que tout soit cohérent, tu vas pouvoir regrouper les informations entre elles. Dans l'univers de ma série livresque et musicale, Le Premier Horizon, c'est une section qui a pris une grande importance puisque l'action se déroule dans tout l'univers des mondes connus. Donc c'est vaste, comme géographie, c'est assez large. En utilisant cette méthode, j'ai pu me concentrer sur l'histoire puisque tout était déjà compilé en un endroit où je pouvais retrouver facilement les informations dont j'avais besoin. Cette fiche géographie, on peut la composer de cette manière. La géomorphologie, est-ce que c'est une planète rocheuse ? Est-ce que c'est une planète désertique, océanique ? S'il s'agit d'une ville, est-ce que cette ville est perchée au-dessus d'une montagne ? Est-ce qu'au contraire, elle est dissimulée dans une petite vallée ? Est-ce que c'est une ville qui prend place au milieu d'une forêt, sous l'eau ? Les possibilités sont infinies. Tout va dépendre de l'espace dont tu as besoin pour ton histoire. Dans cette section, on va aussi parler climat. Est-ce que c'est un climat chaud ? Est-ce que c'est un environnement humide ? Est-ce qu'on doit avoir certaines particularités pour survivre à cet endroit ? Et là, on glisse vers la flore. La flore va devoir être cohérente avec le climat et avec la géomorphologie. Par exemple, des plantes aux larges feuilles qui sont grasses, qui ont besoin d'humidité et de chaleur, alors que dans des environnements plus secs, on va retrouver des arbustes, par exemple, qui vont être épineux, des petites plantes plus épineuses. C'est un exemple, bien évidemment. Donc là aussi, effectivement, les possibilités sont infinies. Mais ça va être compliqué, par exemple, de demander à une créature de grimper dans un arbre si ton décor est fait de petites plantes épineuses. C'est un exemple qui me permet de faire la transition avec la faune. Donc justement, la faune va devoir être cohérente aussi avec la flore, avec le climat et avec la géomorphologie de ton environnement. Tu vas pouvoir aussi aborder ensuite l'ambiance. Quelles sont les odeurs caractéristiques de cet endroit ? Est-ce qu'il y a des odeurs de fleurs ? Est-ce qu'il y a des odeurs de bois humide ? Est-ce qu'il va y avoir des odeurs qui ont été réchauffées par le soleil ? Est-ce que s'il s'agit d'un quartier, il y a des odeurs de boulanger par exemple ? Quelles sont les caractéristiques par rapport à ce sens-là qui se posent justement dans ton monde ? Mais aussi, quels sont les sons que l'on entend ? Est-ce qu'il y a des oiseaux qui chantent ? Est-ce qu'il y a une cloche qui sonne à des moments précis de la journée ? Est-ce qu'il y a des enfants qui rient ? Est-ce qu'on entend des bruits d'armes en action ? Est-ce que l'on entend simplement le vent qui passe dans la végétation ? Tout ça va permettre aussi de définir quelle va être la couleur de ton ambiance. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de plutôt lumineux ou sur quelque chose d'un peu plus dark, de plus sombre ? S'il s'agit d'une ville, est-ce que ta ville va plutôt être recouverte de nuages, empêcher les rayons de soleil de passer ? Ou est-ce que ça va être plus lumineux, c'est-à-dire un ciel très dégagé, qui ne soit pas pollué par exemple, et qui permette à la lumière d'arriver facilement à l'endroit où se passe ton action ? Est-ce que l'ambiance est plutôt calme ou est-ce qu'elle va être plus chaotique ? Comme ça pourrait être le cas après une catastrophe, par exemple une météorite qui pourrait tomber à un endroit. Tu pourras donc aussi aborder ensuite l'architecture du lieu. Est-ce qu'il y a d'anciennes ruines qui vont apporter une certaine information primordiale pour ton récit ?
Est-ce qu'il s'agit de constructions qui sont plutôt épurées, qui se sont totalement intégrées à l'environnement naturel? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus technologique où on va voir des choses voler au-dessus des rues? Ton terrain de jeu est immense. Pour récapituler cette première partie, ce qui va être important, ça va être de créer un cadre, une structure à ton univers, quelque chose de cohérent, de précis. Dans la section géographie, tu vas pouvoir aborder la géomorphologie du lieu, c'est-à-dire les reliefs, mais aussi le climat ou les différents types de climats qu'on peut retrouver en ce lieu. Dans cette partie, tu vas aussi aborder l'écosystème, la flore, la faune, les plantes, les animaux, mais aussi les insectes et tout ce qui a trait au vivant à cet endroit-là. Et tout cela va te permettre de créer ton ambiance, mais aussi d'aborder l'architecture qu'on trouve dans l'endroit que tu crées. Salut à toi voyageur, bienvenue dans cette seconde partie de comment créer son univers imaginaire. Aujourd'hui, on va parler société et culture. À tout de suite. Pour la société et culture, tu peux procéder de la même façon que pour la géographie, c'est-à-dire avec une vue qui se précise de plus en plus. On retrouvera certainement des êtres dotés de capacités cognitives dans ton histoire. Alors, quelles sont leurs particularités? Quelles sont leurs capacités? Par exemple, est-ce qu'ils utilisent la magie? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs? Est-ce qu'ils ont des capacités qui sont spécifiques? Est-ce qu'ils sont aidés par la technologie, par la science? Est-ce qu'ils ont été génétiquement modifiés, par exemple? Tous ces détails qui vont caractériser le ou les peuples de ton histoire. Bien évidemment, les êtres qui animent ton récit ont une histoire, ils ont un passé, à moins que l'histoire débute de façon très atypique. Et à ce moment-là, tu as aussi un terrain de jeu. Qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce qu'on en est arrivé à une certaine rupture? Par exemple, si un peuple voit le jour du jour au lendemain qu'il n'a pas de passé, comment est-ce que ça a pu se produire? On va aborder ici la façon qu'ils ont de vivre, d'animer leur société. Est-ce qu'il s'agit d'un peuple en guerre ou plutôt pacifiste par exemple? Là aussi, tu peux créer les sociétés que tu as envie de voir s'animer, poser ton cadre. On peut là aussi citer d'autres exemples. Est-ce que cette société vit en totale harmonie et s'autogère? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un pouvoir avec une main de fer? D'ailleurs, le comment en est-on arrivé là va donner une identité au peuple que tu offres au lecteur. Il est important de lui offrir des points de repère, de clarifier certains aspects pour rendre ton histoire plus fluide. Les croyances constituent aussi un point clé de cette partie société et culture. Cette partie va pouvoir expliquer certaines attitudes collectives, mais aussi la position que peuvent tenir certains personnages au sein de cette civilisation, de cette société. Une civilisation se caractérise aussi par les jeux et par l'art. Par exemple, dans mon univers Le Premier Horizon, il y a une espèce qui s'appelle les Blablichards. C'est un peuple complexe qui a été créé par une ancienne civilisation et l'une de leurs pratiques est la danse gladiatrice. L'un des personnages du récit Le Premier Horizon, La Voyageuse, mon premier roman qu'on retrouve aussi dans la suite, est d'ailleurs très connu à ce sujet. Alors là aussi, il ne s'agit pas de révolutionner quelque chose, mais d'apporter un élément qui va servir votre histoire. Donc pour reprendre l'exemple des danses gladiatrices, les Blablichards sont un peuple qui a la capacité de synthétiser certaines hormones. Et donc pendant ces danses, elles font sortir des créatures monstrueuses des abysses de leur planète aquatique, et le but est d'échapper à cette créature en ayant l'air aussi élégant que possible pour ensuite la renvoyer dans ces abysses. Donc là, c'est très très synthétisé, c'est très raccourci. En le racontant de cette façon, je me rends compte que ça a l'air bien moins glam que ça ne l'est dans le livre. Tout ça pour dire que tu peux t'amuser à créer, à inventer ce que tu as envie de créer ou d'inventer dans cette section également. La communication est aussi un élément essentiel de cette section. Il paraît évident qu'il est plus facile de s'entendre, notamment en termes de partage de ressources ou de besoins, quand on parle le même langage, que ce soit un langage verbal, olfactif ou tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un élément qui peut amener à certaines guerres quand on ne se comprend pas et qu'il y a une ressource par exemple rare dans un endroit, il est possible que le simple fait de ne pas pouvoir échanger exacerbe des sentiments guerriers. Dans mon récit, il y a une guerre
qui dure depuis plusieurs générations entre deux peuples qui n'ont jamais pu communiquer ensemble. Alors, entre les Protégnéturis et les Rachnak, on n'est pas tant dans ce problème de ne pas communiquer de la même façon, on est plus dans une impossibilité de communiquer, tout simplement, ils n'ont jamais communiqué ensemble. Donc, ce sont deux peuples qui ne se comprennent pas, qui sont en guerre depuis des générations et qui ne savent plus forcément pourquoi. Tout ce qu'ils savent, c'est que certains subissent des attaques quand d'autres en lancent. Quand on parle de ressources, on parle également de nourriture. Si la nourriture est abondante en un endroit, ça va aussi jouer sur le comportement envers autrui. Est-ce qu'on doit se battre pour survivre ou est-ce qu'au contraire, on est dans un endroit où tout est là en abondance, où finalement, il n'y a qu'à se servir? Est-ce qu'il y a aussi d'autres ressources vitales qui seraient par exemple plus rares que d'autres, qui seraient peut-être essentielles à la fabrication d'une certaine technologie? Est-ce que certaines matières donnent un certain pouvoir spécifique et que donc certaines personnes vont se battre pour l'acquérir s'il est rare? Et même s'il n'est pas rare, est-ce qu'ils voudraient vraiment que leur pouvoir soit partagé avec d'autres personnes? Donc là aussi, on ouvre le champ à plein de possibles. À un véritable terrain de jeu dans lequel tu vas pouvoir composer la société et la culture, ou les sociétés et les cultures qui vont servir ton roman, ton récit, ton histoire. Donc on parlait de croyances, on peut parler de superstition, on peut parler de mythologie. Les peuples ont aussi des héros, des figures historiques. Pour la partie société et culture, tu peux la décomposer de cette façon. Donc toujours avec ton Hubble personnel, tu vas pouvoir voir les habitants du lieu qui sert de décor à ton scénario. Les habitants, est-ce qu'il y a plusieurs espèces qui coexistent? Est-ce qu'il y en a une qui est dominante par rapport à d'autres? Est-ce qu'elles vivent en paix? À quoi ressemblent les membres de ces espèces? Est-ce qu'ils ont 2 bras, 2 jambes? Est-ce que ce sont des humanoïdes? Est-ce que ce sont des formes de vie totalement différentes? Ensuite, cette société, ce peuple, est très certainement organisée d'une certaine façon. Et même si cette organisation est que chacun s'autogère, on peut expliquer comment c'est possible. Dans cette partie organisation de la société, on va donc retrouver aussi les classes sociales s'il y en a. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans cette civilisation ou est-ce que tout le monde est valorisé de la même façon? Et bien sûr, toutes les demi-mesures entre tout ça. Tu vas aussi retrouver ensuite la nourriture, comme on en parlait. Et donc là, tu vas voir que même certains détails peuvent apporter un certain sens. Par exemple, est-ce que ton peuple est un peuple de végétariens? Et s'ils mangent de la viande, est-ce que ce sont des chasseurs? Est-ce que ce sont des éleveurs? Tout ça va participer à un certain caractère collectif de ce peuple. Est-ce qu'ils ont eu l'habitude d'aller chasser et donc d'être confrontés à une certaine lutte, ou est-ce qu'au contraire ça se passe de façon très pacifique? Est-ce qu'ils vont simplement cueillir certains fruits, ou est-ce qu'ils vont avoir à vraiment générer un effort à se battre pour leur survie, pour leurs aliments? Et s'ils s'alimentent par tout autre moyen, même un moyen énergétique, de quelle façon est-ce qu'ils vont procéder et qu'est-ce que ça peut induire dans le caractère collectif de ce peuple? Et bien sûr, tu peux rajouter autant de détails, autant de sous-parties dans toutes ces parties principales. L'essentiel, c'est que tu trouves ta propre cohérence dans ce que tu élabores. Concernant la communication et le langage, donc la partie suivant celle de la nourriture, dans le premier horizon, pour parer à ce problème de communication, étant donné qu'il y a de nombreux peuples qui vont tous parler des langages différents, j'ai utilisé l'idée bien répandue du traducteur. Cette idée du traducteur va pas dédouaner de l'existence de différentes langues. D'ailleurs, de temps en temps, il y a une expression ou un mot qui va ressortir malgré ces traducteurs dans l'histoire Le Premier Horizon, donc mon space opéra. Alors de la même façon, si on utilise ce traducteur, est-ce qu'il va convenir à toutes les espèces du récit? Est-ce que certaines vont l'utiliser de manière auditive? Est-ce que certains peuples vont fonctionner sur une communication plus olfactive? Et autant de possibilités à l'infini. La section art, jeu, divertissement. Est-ce que la société dans laquelle va s'inscrire ton histoire va être une société où le peuple est totalement privé de loisirs ou de plaisir en dehors qu'une certaine tâche? Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien? Est-ce qu'il y a des phénomènes de mode? Est-ce qu'il y a des rassemblements spéciaux?
Est-ce que les jeux sont des jeux qui vont être plus dirigés vers l'harmonie ou est-ce qu'au contraire, ça va être des jeux qui vont être comme des jeux d'arène par exemple ? Tout ça va aussi être très caractéristique de l'identité générale du ou des peuples dont tu vas parler. On peut aussi reprendre l'exemple de l'art. Est-ce que la civilisation dont tu parles est privée de l'art? Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'architecture, dans les vêtements, dans beaucoup de domaines jour après jour? Par exemple, dans mon histoire, les Snectet n'ont absolument pas d'intérêt pour l'art. C'est un peuple de scientifiques et leurs loisirs sont finalement leurs tâches quotidiennes, c'est-à-dire cet intérêt pour la science. Ils sont totalement passionnés par leur recherche, peu importe le domaine dans lequel cette recherche prend place. En tout cas, ce sont des scientifiques et la science est pour eux présente à tous les étages de leur vie, de leur fonctionnement. La mythologie et la philosophie. La mythologie et la philosophie des peuples dont tu vas parler ou du peuple principal dont tu vas parler va être aussi un élément clé. Quels sont les héros de cette civilisation? Est-ce qu'il y a des rites de passage? La philosophie de ce peuple est-elle plutôt guerrière? Est-elle plutôt pacifiste? Ou se situe-t-elle tout simplement dans ce nuancier qu'il y a entre ces deux choses? Finalement, là, la porte est ouverte aussi. S'il y a des sectes ou des religions en place, est-ce qu'elles prennent part au pouvoir? Est-ce qu'elles prennent part à la loi, à la façon dont on régule le peuple, à la façon dont les choses sont réglementées, s'il y a réglementation? Pour récapituler cette partie, on va parler histoire, on va parler passé, on va parler comment en est-on arrivé là de façon plus ou moins détaillée. La fiche qui va concerner la partie société et culture va comporter les éléments suivants. Les habitants, tout ce qui concerne tes habitants, le peuple ou les peuples auxquels tu fais référence dans ton récit, mais aussi l'organisation de leur société, la nourriture, les ressources, la façon dont on y accède, la communication, le langage, qu'il soit verbal ou autre, les arts, les jeux, les divertissements, comment est-ce qu'on s'amuse, si on s'amuse, et enfin, la mythologie et la philosophie de ce peuple, incluant donc les superstitions, les sectes, les religions, les héros. Vous pouvez penser à ce moment-là à la mythologie grecque. Salut à toi voyageur, bienvenue dans cette troisième partie de comment créer son univers imaginaire. Aujourd'hui on va parler politique et pouvoir. La politique et le pouvoir, c'est la troisième partie, la troisième et dernière partie de cette séquence, comment créer son univers. La politique et le pouvoir, ça va être une autre pierre angulaire de ton histoire, de ton univers, de la création du monde dans lequel tu as envie que ton action se déroule. Est-ce que ce peuple est gouverné? Est-ce qu'il est autogéré? Est-ce qu'il y a un pouvoir de faire en place? Est-ce qu'au contraire c'est une démocratie ou tout autre style de politique que tu pourrais mettre à cet endroit? S'il y a un pouvoir, comment est-ce qu'il va s'organiser? Et qui va le détenir? De quelle façon, là où les personnes au pouvoir y accèdent? Est-ce que la vie se passe sous un règne de terreur ou au contraire se passe dans la félicité? Et tout autant d'autres situations qui vont permettre de faire évoluer ton histoire et tes personnages. On parlait tout à l'heure de type de nourriture. On va parler ici plus précisément de ressources, comment on y accède. Donc dans la partie précédente, on voyait le quoi. Ici, on va voir le comment. L'état d'esprit d'une civilisation qui vit dans l'abondance va être très différente de celle de personnages qui vont vivre dans une privation, dans quelque chose où il est difficile d'accéder à ce dont on a besoin, à ce qui est vital. Donc là, on va partir un petit peu sur autre chose que l'abondance dans l'espace dans lequel se déroule l'histoire. On va plus parler de la façon dont on y accède en raison des autres membres du peuple dont on fait partie. Pour être plus clair, je vais reprendre un exemple que j'avais pris dans la partie 2, qui est celle d'un élément qui donnerait par exemple des pouvoirs ou permettrait d'accéder à la magie. Si une personne veut détenir ce pouvoir-là pour elle seule, elle va avoir tendance à essayer de priver les autres de cette même ressource, de ce même élément. Dans cet exemple-là, on peut imaginer qu'une pénurie a été créée de manière volontaire, même si c'est un élément qui est en abondance dans l'environnement.
Donc on va aussi aborder la façon dont on échange. Est-ce qu'il y a un système de troc? Est-ce qu'il y a un système où chacun effectue une certaine tâche et accède à ce dont il a besoin? Est-ce qu'il va y avoir une économie en place ou tout autre système qui pourra te servir dans ton histoire? De la même façon, est-ce que les ressources sont équitablement réparties? Ou est-ce qu'il y a des guerres de territoire en fonction de la rareté de certains éléments? Est-ce que certaines ressources asseyent un pouvoir naturel d'un peuple par rapport à d'autres, par exemple? Est-ce qu'au contraire, on est dans un fonctionnement harmonieux où chacun accède facilement à ce dont il a besoin et comment? En ce qui concerne la technologie, la science, les pouvoirs, la magie, il sera bon que tu définisses des limites, certaines contraintes. Je vais prendre l'exemple très courant de Superman et de la kryptonite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que s'il n'y a pas d'évolution dans cette histoire, s'il n'y a pas de possibilité d'évolution, ça va être plus compliqué d'intéresser le public à ton récit. Si tous tes personnages sont des Super Saiyans dès le début ou qu'ils ont absolument tous les pouvoirs et aucune contrainte, aucune limite, ça va être peut-être plus compliqué d'amener une certaine évolution à ces personnages, à tes protagonistes. Ça va être aussi plus compliqué de les mettre en difficulté et donc de créer un nœud à l'histoire, de créer une intrigue prenante où on va se demander est-ce que le personnage principal va s'en sortir par exemple, ou est-ce qu'il va y avoir une évolution qui va lui permettre d'aller au-delà encore de ses limites actuelles. Ou alors, s'il accède absolument à tous les pouvoirs, est-ce qu'il va y avoir une évolution plus philosophique? Est-ce qu'il va prendre conscience de la fragilité de certains autres personnages en face de lui? Est-ce qu'il va prendre conscience de la force qu'il a? Est-ce qu'il va se rendre compte qu'à un moment donné, il peut l'utiliser à bon ou à mauvais escient si ça a un sens dans ton histoire? Et tout autant, là aussi, de fils que tu vas pouvoir tirer pour voir où ça peut te mener. La fiche pouvoir et politique va elle-même se décomposer en 6 sous-parties. On va commencer par le pouvoir en place, s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les choses se régulent? Comment est-ce que chacun trouve sa place? Donc là, il y a peut-être un système politique, où il y a peut-être une organisation, il y a peut-être quelque chose de naturel. Quelles sont les lois qui sont établies pour que chacun puisse vivre en harmonie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu la loi du plus fort? De quelle manière est organisée la vie par le pouvoir ou par son absence? On parlera ensuite économie ou système alternatif. De quelle façon on procède pour pouvoir accéder à certaines choses? Est-ce qu'on va faire un échange? Est-ce que ça va être en temps de travail? Est-ce qu'il y a une monnaie? Est-ce que tout est à disposition? Si tout est à disposition, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Que ce soit sur la psychologie collective ou que ce soit sur ton personnage principal. Si c'est un système alternatif, on peut imaginer diverses choses. Est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui va tenir de l'action, de la récompense? C'est-à-dire qu'en fonction d'un acte de bravoure, par exemple, tu vas accéder à plus ou moins de richesse. Et là, encore une fois, ce sont des exemples parce que tu peux complètement étoffer, enrichir toute cette partie-là. Par exemple, dans mon livre, il y a un peuple qui s'appelle les Protégnéturis et il fonctionne sur un système de guildes. Donc, plus ils vont rendre de services à d'autres guildes au nom de la leur, et plus ils vont obtenir ce qu'on appelle des marques qui vont leur permettre tout simplement d'accéder à des richesses de plus en plus convoitées. Ces marques sont permanentes, donc il n'y a pas de système d'échange, mais simplement un peu comme si on montre un pass, et ok, on a ce pass, donc on accède à telle ou telle chose. Ce qu'on va aborder par la suite, ça va être l'armement ou le système de défense. Alors, est-ce qu'il y a un système de défense ou est-ce qu'au contraire c'est un peuple qui a un système d'invasion et qui va chercher à envahir d'autres territoires? Est-ce qu'il y a des armes ou est-ce que ce sont d'autres capacités qui vont permettre de se défendre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une peuplade qui vit dans l'ignorance totale d'un autre environnement autour du leur immédiat et qui vont donc peut-être se retrouver à un moment confrontés à des éléments totalement inconnus pour eux? Et s'il n'y a rien de tout ça,
On peut imaginer par exemple que effectivement il y a un peuple à quelque part, une civilisation à quelque part où il n'y a rien de tout ça, pas de système de défense, pas de système d'armement, d'invasion, rien de tout ça, pas de sécurité, rien de tout ça. Alors comment est-ce qu'ils font pour passer par exemple inaperçus, pour que personne ne vienne les envahir? Comment est-ce qu'ils font sinon pour peut-être se préserver? Est-ce que par exemple c'est une société qui vit sur un plan alternatif? Ou est-ce qu'ils ont élaboré quelque chose qui les rend invisibles, qui les protège d'autres peuplades par exemple? Ou encore est-ce que cet univers prend place dans un lieu qui est encore inexploré? Là aussi, il y a plein de solutions que tu peux trouver, que tu peux étoffer. Il y a plein de cadres que tu peux poser. L'essentiel, c'est que tu trouves celui qui corresponde le mieux à ce que tu veux décrire, à l'ambiance que tu veux apporter. La partie suivante va concerner ce qui est système d'assistance. Un petit peu les systèmes sociaux qu'on va retrouver dans ta civilisation. Par exemple, est-ce qu'on va être dans un endroit où, un peu comme dans Soleil Vert, passé un certain âge, on peut aller s'endormir tranquillement à quelque part et finir en plaquette? Voilà, c'est un exemple. Est-ce qu'on va prendre soin des démunis, s'il y en a, ou est-ce qu'au contraire, ils vont être complètement rejetés, délaissés par la société? Si c'est un monde en guerre, qui va prendre soin des orphelins? Qui va prendre soin des personnes qui ont été blessées au front? Est-ce que l'endroit où se déroule ton action est par exemple un village où il va y avoir une guérisseuse? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être quelque chose de presque inaccessible si t'arrive quelque chose? Voilà quoi, c'est déjà la fin si tu n'as pas un certain niveau pour accéder aux soins. Ou est-ce qu'au contraire, le peuple dont tu parles a tout simplement des capacités de régénération? Et puis si ça se trouve, ce sera tout à la fois. L'essentiel là aussi, c'est que ce soit cohérent, précis dans les détails et que les choses se regroupent entre elles. On va ensuite aborder le système éducatif. Est-ce qu'on est dans une société ou une civilisation au sein de laquelle les enfants évoluent par eux-mêmes de façon très libre, apprennent de façon naturelle, en contact direct avec leur environnement? Ou est-ce qu'il y a une forme d'école? Est-ce qu'il y a un apprentissage? Est-ce qu'on est formé sur le terrain? Est-ce qu'il y a des savoirs qui se passent de génération en génération, etc., etc. Ce qui amène à la section suivante, à savoir la magie, les pouvoirs, la science, la technologie et de quelle façon on y accède. Est-ce que c'est quelque chose qui va faciliter la vie au quotidien ou qui va soumettre le peuple au quotidien? Est-ce qu'il y a un apprentissage des dons, des pouvoirs, de la technologie, de la science? Si on y accède par l'apprentissage, de quelle façon se passe cet apprentissage? Est-ce qu'il va y avoir un système d'échelons? Est-ce qu'il va y avoir un système de passage, comme avec des examens? Est-ce que ça va être prouvé par la valeur, par des actes de bravoure? Est-ce que c'est quelque chose qui est très naturel et qui suit une évolution en grandissant? On peut même ici imaginer comment on désapprend tout ça, comment on risque de le perdre. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut apprendre à ne plus avoir un pouvoir ou un don? Donc là, on va toucher un petit peu à comment les capacités évoluent, comment elles se bonifient, comment on les gagne. Donc j'avais pris l'exemple des Super Saiyans. Eh bien, comment est-ce qu'on évolue vers un pouvoir plus fort? Comment est-ce que on développe ses capacités? Ça pourrait même être une société dans laquelle il est mal vu d'avoir certaines capacités et qu'on essaie de les désapprendre. Et tout autant de chemins vers lesquels peuvent te mener ton imagination. Là aussi, le conseil, c'est simplement de baliser ton chemin. Donc on va partir ensuite sur l'aide visuelle, sur comment s'aider visuellement pour construire son univers. Mais avant ça, je vais simplement récapituler ce que tu retrouveras dans cette section de fiches de création d'univers, donc qui est pouvoir et politique. Dans la section pouvoir et politique, tu vas donc retrouver le pouvoir en place s'il y en a un, l'économie ou un système alternatif, ou même leur absence, mais aussi l'armement, la sécurité, les moyens de se défendre ou d'envahir les autres, ou de se préserver. On va également retrouver le ou les systèmes d'assistance, puis le système éducatif, de quelle façon est-ce qu'on apprend, de quelle façon est-ce qu'on évolue, de quelle façon est-ce qu'on est guidé si on est guidé, et enfin la dernière partie qui concerne la magie,
la technologie, la science, les pouvoirs. Parallèlement, ou après, ou avant avoir rempli cette fiche de création d'univers, et ce qui est sympa, c'est aussi de construire une aide visuelle. Pour l'illustration, je vais vous donner l'exemple d'un montage que j'ai fait pour Proteria, qui est la planète des Protégnéturis, un des peuples qui fait partie de mon histoire, donc livresque et musicale, puisque comme vous le savez, je compose des musiques qui accompagnent le lecteur. Proteria, c'est une planète désertique qui est aride et qui pourtant a de forts reliefs. C'est une planète pour laquelle j'ai utilisé beaucoup d'ocre, de rouge, de brun. Il y a un peuple troglodyte sur cette planète, et cette planète, donc Proteria, a également une jumelle de glace qui s'appelle Promeria. Là, si tu veux, si tu prenais les deux montages, ils seraient bien différents tant en termes de choix de couleurs que d'ambiance en elle-même. Cette aide visuelle, elle va t'aider à y voir plus clair. Là aussi, j'ai fonctionné, comme j'en parlais dans les vidéos précédentes, avec mon Hubble personnel, j'ai utilisé cette vue qui est de plus en plus précise. Donc comme dans l'exemple de Proteria, on va commencer par un système, on va se rapprocher et ainsi de suite jusqu'à arriver justement à la faune, à la flore. Donc ça, c'est une illustration qui te montre que tu peux vraiment préciser dans le détail autant que tu veux. En tout cas, plus l'environnement de ton histoire sera cohérent, moins il y aura de contradictions et plus le lecteur va pouvoir suivre ton histoire de manière confortable, de manière fluide et immersive. Mais toi aussi, de ton côté, pendant le processus d'écriture, tu verras que ça va t'apporter un grand confort. Le fait d'avoir tous de centraliser au même endroit, le fait de pas devoir aller chercher certains détails. Alors, je sais que parfois on a cette sensation, mon univers est très clair dans ma tête, je l'ai pensé et repensé plusieurs fois, mais encore une fois, comme je le disais dans la première partie, les détails ont tendance à s'estomper avec le temps dans l'esprit au profit des grandes lignes. Donc il est parfois intéressant de retrouver les détails qui nous ont amenés à une certaine ambiance ou qui ont enrichi une certaine ambiance. Quoi qu'il en soit, mieux tu comprendras le fonctionnement de ton univers, plus tu vas connaître les détails de ce fonctionnement, plus tu vas comprendre les rouages qui animent ce monde que tu crées et plus tu vas pouvoir apporter de la matière pour qu'on suive ton histoire de manière agréable, pour qu'on puisse s'immerger dans ton histoire. En fait, de cette façon-là, tu vas gagner en profondeur en plus de gagner en efficacité. C'est-à-dire en regroupant sous ce système de fiches les informations dont tu as besoin, les informations qui te servent à élaborer ton terrain de jeu, ton terrain d'action, puisque tout simplement ça va te permettre de le restituer de façon très naturelle, sans buter sur certains éléments, sans intégrer de choses contradictoires. Je parlais dans la première vidéo qui concerne cette création d'univers du rocher. Bah oui, si tu dois retourner sans arrêt au début de ton histoire pour vérifier si le rocher il était gris ou s'il était rouge, si le ciel était bleu, s'il était pollué et ainsi de suite, ça ce sont que des petits exemples, eh bien forcément tu vas perdre du temps à un moment donné et peut-être même te lasser. Des incohérences, il y en aura, mais autant s'en éviter un maximum en amont pour pouvoir se fixer sur celles qui se sont posées au cours du processus d'écriture. Des incohérences qui vont plus toucher peut-être au déroulement de l'histoire, c'est-à-dire l'imbrication des différents événements entre eux, le comment vont se mouvoir tes personnages dans ce monde-là, qu'est-ce qu'ils vont y vivre. Tu vas pouvoir plus t'attacher à ce qu'ils vont ressentir, à ce qui va se passer, te libérer l'esprit en fait tout simplement pour vivre ton aventure, ton histoire, parce que quand on écrit, c'est une aventure qu'on vit soi-même.
Donc là, en fait, tout simplement, le fait de procéder de cette façon-là, c'est le fait de voyager en première classe. Voilà, donc on arrive au bout de ce sujet qui est comment créer son univers imaginaire. J'espère que les informations que tu as pu y recevoir t'ont permis d'y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, je ne révolutionne rien, je t'ai simplement parlé de la façon dont j'ai procédé, et c'est un procédé qui est largement répandu. C'est quelque chose dont tu vas pouvoir entendre parler dans d'autres vidéos, que tu vas pouvoir lire dans d'autres articles, et bien évidemment tu vas pouvoir te faire ta propre idée, tout simplement ta propre façon de fonctionner. Je te remercie d'avoir suivi ces vidéos, et si ça t'a plu, si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Je rassemblerai également ces 3 vidéos en une seule. De cette façon, tu pourras aussi retrouver toutes les informations dans une seule vidéo si tu en as besoin. Tu trouveras aussi en description le lien qui amènera vers l'article de blog Comment créer son univers sur mon site internet, mais également les liens qui t'amèneront vers la première vidéo de Comment créer son univers imaginaire et aussi la seconde partie. Je te souhaite une très belle création et plein d'amusement, et je te dis à tout vite. Ciao ciao. Un mur qui est quasiment rouge parce qu'il y a un tableau dessus. Toi tu connais... Non, c'est de la merde. Non, l'histoire du vase, c'était pas mal.